Le MIT vient peut-être de dévoiler l'une des solutions les plus prometteuses à la crise mondiale de l'eau. Ce dispositif peut extraire de l'eau propre et potable du désert sans électricité, sans pièces mobiles et sans aucune intervention humaine. Leur création à la taille d'une fenêtre. Pourtant, elle a déjà été testée dans l'un des endroits les plus secs de la Terre, produisant de l'eau dans des conditions où tout autre système passif disponible aujourd'hui échoue complètement. Alors, comment ça marche ? Et cela pourrait-il être l'avenir d'un approvisionnement en eau autosuffisant ? Découvrons-le. L'idée d'extraire l'eau de l'air n'est pas nouvelle, c'est en fait l'une des plus anciennes technologies de l'histoire humaine. Des preuves de la collecte d'eau de pluie remontent à au moins 2000 ans avant notre ère, où des colonies anciennes ont sculpté des rochers en canaux qui dirigeaient la pluie vers des citernes souterraines capables de contenir des millions de gallons d'eau précieuse. Les villes romaines ont étendu cette infrastructure à travers un empire, construisant des aqueducs et des systèmes de collecte d'une échelle et d'une précision extraordinaires. Mais la pluie est saisonnière et dans les régions les plus sèches, où la sécurité de l'eau est la plus critique, les précipitations sont aussi les moins fiables. Les communautés se sont donc adaptées, se tournant vers l'eau qui existait non pas dans le ciel au-dessus d'elles, mais dans l'air qui les entourait. Dans les hauts plateaux d'Amérique du Sud, les Incas tissaient des écrans en tissu pour capter le brouillard venant du Pacifique, tandis que sur l'île volcanique de Lanzarote, les agriculteurs aménageaient des champs de gravier volcanique pour piéger la rosée nocturne qui s'écoulait vers les racines des vignes plantées dans des creux au centre de chaque lit en forme de cratère, et des versions modernes de ces systèmes sont encore utilisées aujourd'hui. Au Maroc, le projet d'Arcimad exploite le plus grand réseau de collecte de brouillard au monde, utilisant 600 mètres carrés, 6500 pieds carrés de filets pour extraire plus de 6000 litres, 1600 gallons d'eau par jour du brouillard atlantique, alimentant 5 villages berbères isolés sans aucune intervention mécanique. Dans le désert d'Atacama au Chili, des chercheurs ont repensé les revêtements et l'espacement des filets anti-brouillard pour augmenter les rendements jusqu'à 500%. Et en Éthiopie, et au Cameroun, des structures en bambou de 9 mètres, de 30 pieds, appelées tours à eau, warka, utilisent le flux d'air naturel et des matériaux conçus pour récolter simultanément la pluie, le brouillard et la rosée, produisant jusqu'à 98 litres, 26 gallons par jour dans les bonnes conditions. Mais tous ces systèmes partagent la même contrainte, ils nécessitent une humidité ambiante élevée pour fonctionner. Lorsque l'air est sec, il cesse de produire de l'eau et les communautés soumises au stress hydrique le plus grave se trouvent presque toujours dans les régions les plus sèches. Au cours des 2 dernières décennies, les ingénieurs ont tenté de combler cette lacune avec des systèmes alimentés. Les générateurs d'eau atmosphérique AWG réfrigère l'air en dessous de son point de rosée pour forcer la condensation, fonctionnant comme de grands déshumidificateurs. Dans des conditions chaudes et humides, ils peuvent produire de 9,5 à 19 litres, 2,5 à 5 gallons d'eau par jour pour un seul foyer, mais ils consomment entre 0,5 et 1 kWh d'électricité pour chaque litre quart d'eau produite. Dans les régions dépourvues d'alimentation électrique fiable, qui sont précisément les régions les plus touchées par la pénurie d'eau, ils ne sont pas toujours une solution viable. Mais en juin 2025, des ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology ont publié les résultats d'un nouveau dispositif conçu spécifiquement pour fonctionner dans cette lacune, un collecteur d'eau passif qui fonctionne dans l'air désertique sans électricité, sans pièces mobiles et sans aucune intervention externe au-delà du cycle solaire quotidien. L'appareil a approximativement la taille d'une fenêtre standard, soit environ 0,5 mètres carrés, 5,5 pieds carrés de surface totale. De l'extérieur, il ressemble à un boîtier en verre, mais à l'intérieur, suspendu en son centre, se trouve une feuille d'hydrogel ingénierisée, moulée selon un motif de petite dôme ressemblant à du papier bulle. Cette augmentation de la surface augmente considérablement la quantité de vapeur que le gel peut absorber par unité de temps. L'hydrogel contient du chlorure de lithium, un composé salin ayant une affinité exceptionnelle pour l'humidité atmosphérique. Le chlorure de lithium extrait la vapeur d'eau de l'air à des niveaux d'humidité aussi bas que 10%, bien en dessous du seuil auquel les filets anti-brouillard ou les collecteurs de rosée peuvent
fonctionner. Les systèmes d'hydrogel précédents, utilisant des sels similaires, étaient confrontés à un problème critique. Le sel s'infiltrait dans l'eau collectée, la rendant impropre à la consommation sans filtration supplémentaire. L'équipe du MIT a incorporé du glycérol dans la formulation du gel, ce qui stabilise la teneur en sel et l'empêche de migrer dans l'eau produite. Les essais sur le terrain ont confirmé que l'eau résultante contient des niveaux de sel bien inférieurs au seuil de potabilité et que son fonctionnement n'implique aucune intervention humaine. La nuit, à mesure que les températures vont être en baisse et que l'humidité relative augmente légèrement, l'hydrogel absorbe l'humidité de l'air ambiant. Lorsque le soleil se lève et que la température ambiante augmente, le gel se réchauffe, se contracte et libère l'humidité piégée sous forme de vapeur dans la chambre de verre fermée. La surface extérieure de ce verre est recouverte d'un polymère de refroidissement radiatif qui maintient la surface du verre plus froide que l'air à l'intérieur de la chambre, ce qui provoque la condensation de la vapeur libérée en gouttelettes liquides sur la surface intérieure du verre. Ces gouttelettes s'écoulent le long des canaux intégrés à la base du dispositif et sont recueillies comme de l'eau propre et potable. Le cycle entier se régénère toutes les 24 heures. Il ne nécessite pas d'électricité, pas de pile, pas de filtre et aucune intervention humaine au-delà du placement initial du dispositif. Le prototype a été testé pendant une semaine dans la vallée de la Mort, en Californie, dans des conditions représentant l'une des humidités ambiantes les plus basses d'Amérique du Nord. Pendant cette période de test, l'appareil a fonctionné avec des niveaux d'humidité relative allant de 21 à 88%, produisant entre près de 60 et 160 millilitres, 2 et 5,5 onces liquides d'eau par jour. Les jours les plus secs testés à des niveaux d'humidité où tous les systèmes de collecte passifs existants cessent de fonctionner, le dispositif du MIT a continué à produire de l'eau. Il a surpassé les filets anti-brouillard, les collecteurs de rosée et même certains systèmes AWG alimentés fonctionnant dans des conditions comparables. L'équipe de recherche du MIT a estimé que 8 panneaux de cette taille pourraient satisfaire les besoins quotidiens en eau potable d'un adulte. Un ensemble de panneaux encore plus grands pourrait couvrir les besoins en eau potable de tout un foyer sans aucun coût énergétique continu. Mais les systèmes de collecte passifs comme ceux-ci représentent une petite fraction des méthodes utilisées aujourd'hui pour collecter l'eau douce. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la réponse dominante à la pénurie d'eau a été l'infrastructure, barrages, réservoirs, aqueducs et pompage des eaux souterraines. Il s'agissait de solutions d'ingénierie conçues pour acheminer l'eau de surface et souterraine existante là où elle était nécessaire. Elles nécessitaient d'énormes investissements en capitaux, ce qui signifiait qu'elles n'étaient viables que dans les régions où les gouvernements ou les institutions multilatérales disposaient du financement et de la volonté politique pour les construire. Mais dans les régions soumises au stress hydrique le plus grave, ces conditions coexistaient rarement à mesure que les aquifères souterrains commençaient à s'épuiser, en partie à cause de l'agriculture qui représente près de 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce. L'accent a été mis sur le dessalement et le recyclage de l'eau. Ces deux technologies fonctionnent, mais elles nécessitent également des apports énergétiques importants et une infrastructure fixe, ce qui limite à nouveau leur portée aux régions dotées d'un réseau électrique fiable et de capitaux pour la construction. Et la crise de l'eau est un problème sans cesse croissant dans tous les coins du monde. Actuellement, plus de 2 milliards de personnes n'ont pas un accès régulier à de l'eau potable propre et sûre. Une crise qui fait discrètement plus d'1 million de victimes chaque année. Et si les régions arides sont les plus touchées, ce n'est pas un problème limité au monde en développement. Aujourd'hui, aux États-Unis, 46 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité hydrique, tandis qu'en Europe, 40% de la population est affectée par la pénurie d'eau. Et cette crise ne fait qu'empirer. D'ici 2030, les experts prévoient que la demande mondiale en eau souterraine dépassera l'offre de 40%. Une partie du problème est que les cycles de pluie autrefois fiables deviennent des événements extrêmes et imprévisibles. Mais c'est surtout un problème que nous avons créé nous-mêmes. Pourtant, dans la plupart des régions, les pratiques non durables sont le véritable problème qui alimente cette crise.
Les cultures et le bétail représentent à eux seuls près de 70% de l'utilisation mondiale d'eau douce, mais ajoutez-y des populations en plein essor et des industries gourmandes en eau, et nous vidons les rivières et les aquifères plus rapidement que la nature ne peut les reconstituer. C'est pourquoi, dans de nombreux endroits, l'eau en bouteille devient la seule option, coûteuse, non durable et inaccessible pour ceux qui en ont le plus besoin. Le dispositif du MIT est actuellement un prototype de validation de concept. Il n'est donc pas encore disponible dans le commerce, mais il ouvre la voie à un avenir où l'eau n'aura pas besoin d'être pompée, acheminée par des tuyaux ou achetée, mais simplement extraite du ciel. Et l'équipe du MIT ne fait que commencer. L'auteur principal, Changlu, maintenant professeur à l'Université nationale de Singapour, affirme que la prochaine étape consiste à affiner le matériau lui-même, à l'optimiser pour un rendement plus élevé, une libération d'humidité plus rapide et une production potentiellement moins chère. Ils travaillent également sur un réseau multipanneaux reliant plusieurs collecteurs dans une grille verticale. Cela pourrait faire passer la production de millilitres à des litres, transformant le système d'une solution de survie à un approvisionnement en eau fiable au quotidien. Viennent ensuite les essais sur le terrain dans divers climats, des jungles humides aux zones côtières, en passant par les plaines arides. Ces essais aideront à affiner la conception, à tester la durabilité à long terme et à déterminer où et comment elle peut être déployée à grande échelle. Mais pour ceux qui recherchent une solution immédiate pour les applications hors réseau et rurales, les systèmes passifs de collecte de brouillard restent votre meilleure option, à condition de vivre dans un climat compatible. Ils sont disponibles dans le commerce et ont fait leurs preuves sur le terrain dans les régions désertiques côtières depuis des décennies. Un seul panneau de filet anti-brouillard de 90 cm sur 90 cm, 3 pieds sur 3 pieds, installé dans un environnement côtier très humide, peut recueillir entre 2,8 et 9,5 litres, 3/4 de gallon et 2,5 gallons par jour selon les conditions. Alors ces systèmes ne nécessitent pas d'électricité, pas de pièces mobiles et pas d'entretien au-delà d'un nettoyage occasionnel de la surface du filet. Les coûts des matériaux pour une installation DI sont inférieurs à $100 par panneau. Si cette percée dans la collecte de l'eau de l'air change votre façon de penser aux ressources de notre planète, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les innovations et l'histoire que certains ont essayé d'enfouir. Plantons ensemble les graines d'un avenir durable. Notre prochaine exploration des trésors cachés du monde sera bientôt ouverte.